le Maroc, ainsi que le partenariat Nord-Sud. Avant de vous introduire nos invités, deux petites remarques qui s'imposent. La première concernant M. Mostafa Belkhiyat, qui effectivement a été programmé pour cette conférence, mais pour des raisons personnelles a annulé son intervention, donc il tient à s'excuser. Également, nous préparons d'ores et déjà une conférence exclusive avec lui pour le mois de juin et on vous communiquera très rapidement des informations, Inch'Allah. Concernant notre conférence d'aujourd'hui, les stratégies de financement innovantes, un petit mot rapidement sur le choix de cette thématique. À l'AMGE, nous avons décidé d'aborder les nouvelles stratégies de financement. Eh bien, tout simplement parce que lorsque nous étions en train de préparer la première conférence sur la décompensation et les réformes des retraites, nous nous sommes rendus compte que le Maroc, malgré la situation économique critique et malgré des indicateurs financiers qui sont au rouge, il arrive tout de même à afficher des taux de croissance qui restent corrects. Et que le Maroc, en parallèle, s'est engagé dans des projets de grande envergure qui nécessitent un financement parfois colossal. Et la solution qui revient systématiquement pour assurer le financement de ces grands projets, c'est le recours à l'endettement sur les marchés internationaux ou la taxation. Alors, on s'est tous posé la question de est-ce qu'il y a d'autres solutions alternatives qui pourraient aider le Maroc, bon, ne serait-ce peut-être pas à financer l'ensemble de ces projets, mais à en financer une partie, et des solutions qui soient innovantes et proposées par des Marocains. Et qui parlent de finances alternatives, le réflexe, je dirais, top of mind à avoir, c'est la finance islamique, entre autres bien sûr. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons invité M. Tariq Benguerrey. Donc, Monsieur Benguerrey, vous êtes ingénieur diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées. Vous êtes spécialiste, pardon, ça c'est pas bon. Vous êtes spécialiste en finance islamique, auteur de plusieurs livres sur ce sujet, et vous êtes également membre du Sharia Board européen. Nous avons avec nous également Monsieur Camille Sari, qui est docteur en sciences économiques, professeur de sciences économiques dans plusieurs universités parisiennes, et membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Donc, Monsieur Tariq Benguerrey, une remarque ou une question, voire une inquiétude qui revient systématiquement par rapport à la finance islamique, c'est qu'elle est souvent accusée d'être une finance conventionnelle déguisée. Allô ? Est-ce qu'en guise d'introduction, vous pouvez nous présenter les fondements de la finance islamique, en quoi est-elle différente de la finance conventionnelle, et ce qu'elle représente aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires dans le monde ? Alors, bonjour, tout d'abord, merci pour cette aimable invitation. Et puis, c'est une joie, justement, de revenir dans ce lieu historique qui est la Maison du Maroc. J'étais aussi étudiant ici il y a presque 12 ans, donc je retrouve un peu l'ambiance étudiante et cette dynamique et cette synergie. Justement, on parle de jeunesse, donc effectivement, la jeunesse est un potentiel très important. Et on espère, Inch'Allah, que cette jeunesse s'intéressera aussi à cette finance alternative ou à ces finances alternatives, parce que tout le monde parle aujourd'hui de moralisation, pas seulement de la vie économique, mais de toute la vie, on va dire, tout ce qui nous entoure. Alors, votre question a effectivement été déjà posée plusieurs fois, notamment lors de nos travaux avec Paris Europlace en 2008, parce que comme certains de vous le savent, la finance islamique n'est plus un sujet tabou, n'est plus un sujet officieux, c'est un sujet officiel. En tout cas en France depuis 2008, Christine Lagarde, qui était l'ex-ministre des Finances, avait justement été l'initiatrice de la commission Paris Europlace, dans laquelle je siège. Je suis membre de cette commission finance islamique à Paris Europlace, et on a fait des études justement sur le manque à gagner en finance islamique, en tout cas en France. C'était aux environs de 100 milliards de dollars, donc c'est très important, surtout en période de crise, effectivement. Mais il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela, puisque la finance islamique, dans sa définition, est une finance éthique. C'est d'abord un compartiment de la finance éthique. De deux, la finance islamique favorise l'économie réelle, donc tout ce qui est illusoire, tout ce qui est crise de subprime, tout ce qui est court-termiste ne peut pas justement faire partie de la finance islamique. Et de trois, la finance islamique a certains garde-fous. On peut parler de charte morale, on peut parler de code moral, hein, au lieu de parler d'interdiction. Et justement, une étude récente sur le ratio Sharpe qui mesure l'efficacité par rapport au risque, le rendement, et donc a démontré
que la finance islamique aujourd'hui ne souffre pas de ce qu'on peut appeler ses contraintes, c'est-à-dire ses principes d'interdiction du riba, c'est-à-dire de l'intérêt usuraire, d'interdiction de ce qu'on appelle le gharar, c'est-à-dire l'aléa, l'incertitude, et d'interdiction de ce qui est maysir, ça veut dire tout contrat qui dépend d'un événement aléatoire. Et justement, ce fameux principe de 3P, partage des profits et des pertes, c'est un peu les principaux fondements de la finance islamique, plus un screening négatif, c'est-à-dire un filtre exclusif sur certains secteurs que vous connaissez, qui sont finis, hein, comme le tabac, l'alcool, la pornographie, etc. Et ces contraintes qu'on peut imaginer comme justement une entrave à son épanouissement, d'après les spécialistes, justement, et grâce à une étude récente faite par Paris Dauphine, je rappelle que Paris Dauphine était aussi initiatrice, puisqu'il y a à Paris Dauphine le premier diplôme universitaire de finance islamique, eh bien, cette étude démontre qu'en période de vache maigre, la finance islamique permet justement d'avoir des rendements, certes moins élevés que dans les périodes de vache grasse, mais quand la finance conventionnelle agonise, la finance islamique reste stable. Et sur les périodes de vache, on va dire, grasses, on a des rendements qui sont certes inférieurs au rendement de la finance conventionnelle, mais sur le long terme, on observe que la finance islamique maintient une stabilité. On est aujourd'hui sur un taux de croissance à 2 chiffres, 14%, avec un encours qui est de 1800 milliards de dollars, un encours certes faible, mais en évolution vraiment assez vertigineuse, ce qui est extraordinaire. Et ce qu'on voit, hein, d'après l'historique de la finance islamique, c'est pas seulement, elle n'évolue pas seulement dans son berceau, qui est le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est, mais elle a dépassé aujourd'hui ce cercle restreint. Elle s'est développée en Europe avec la première banque islamique dans les années 2000 en Grande-Bretagne, l'Islamic British Bank, avec une deuxième banque en Allemagne en septembre 2009, et avec des Islamic Windows un peu partout, chez les grandes banques, HSBC Amana, BNP Nejma, chez Calian, etc. Et avec des vrais produits, c'est-à-dire une vraie réponse, comme ce qu'on vient de certifier chez Swiss Life, le contrat d'assurance vie Salam Épargne Placement, ou comme le Sukuk énergie renouvelable, peut-être on va avoir l'occasion d'en parler plus en détail. C'est vraiment, elle est au service de l'économie réelle, au service de ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable et éthiquement engagé. Et donc, ces garde-fous, ces principes, ne sont pas une entrave à son évolution, mais au contraire, elles les protègent des déboires de ce qu'on appelle la finance illusoire ou de ce qu'on appelle le haut risque. D'accord. Alors justement, lors de votre introduction, vous avez évoqué la répartition géographique des capitaux inhérente à la finance islamique. Pour recentrer le débat sur le Maroc, notre pays qui, comme vous le savez, peigne à financer les grands projets qu'il a entrepris. Il y a encore quelques semaines, le ministre de l'économie et des finances, M. Nizar El-Baraka, a annoncé la décision du gouvernement de geler une partie du budget alloué à l'investissement, 15 milliards de dirhams. Comment le Maroc peut-il bénéficier de cette manne financière, de cette aubaine que représente la finance islamique aujourd'hui? Alors, tout d'abord, quelques chiffres pour le Maroc. Selon l'Association marocaine des études de recherche sur la zakat, l'aumône, qui est le troisième pilier de l'islam, pourrait constituer un fonds de 15 à 17 milliards de dirhams par an, entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros, hein, si on veut, soit 3 à 5% du PIB. C'est quand même intéressant. Le Maroc n'est pas novice, contrairement à ce que croient certains en finance islamique, mais le secteur n'a vraiment jamais décollé, pour diverses raisons qu'on peut évidemment évoquer ensemble. En 2007, Banque El Maghrib a autorisé les établissements bancaires à commercialiser 3 produits, Ijara, Murabaha et Musharaka. Il y a eu même des fiches doctrinales sorties, mais il n'y avait pas encore une structure, il n'y avait pas encore des textes de loi, il n'y avait pas encore un charia board. On expliquera ce que ça veut dire plus tard. Et l'encours global de ces produits alternatifs n'a atteint que 800 millions de dirhams en 2011. D'accord ? Au total, donc, si on compare par rapport à d'autres zones géographiques, les produits islamiques représentent 4,9% du total de l'actif bancaire en Égypte, 4,3% en Turquie. Au Maroc, il ne pèse que 0,1% dans l'actif bancaire à fin 2010, d'accord, selon des sources comme l'Économiste ou autres.
L'introduction des finances islamiques apportera des solutions certes efficientes sur de nombreuses questions économiques, notamment la question de la bancarisation, parce qu'aujourd'hui on veut atteindre un pourcentage à peu près de 54%, si mes souvenirs sont bons, et on tend vers des fenêtres islamiques, et peut-être voir des partenariats avec des grandes banques du Moyen-Orient. On parle de la Faisal Islamic Bank, etc. On reviendra sur ces débats et sur le texte de loi ou l'amendement de la loi de finances qui va avoir lieu septembre prochain. Alors, Monsieur Kamissari, pour faire la transition, vous qui êtes économiste et spécialiste du Maghreb, pour vous, dans quelle mesure la finance islamique est-elle différente de la finance conventionnelle? Oui, donc bonjour. Ben, je voudrais quand même exprimer ma joie d'être ici. Bon, vous avez parlé de votre présence ici. Moi, je suis venu ici en 77, vous voyez, mais la Maison du Maroc, ce n'était pas, monsieur le directeur, c'était autre chose. Et puis, vraiment, je tiens à le souligner, parce que les débats à l'époque, dans le cadre de l'Union des étudiants marocains, c'était, j'allais dire, du rêve, parce qu'on est maintenant dans la réalité. Je suis maintenant moi-même dans la réalité. Et je vois que maintenant, des nouvelles générations réfléchissent à l'avenir de leur pays. C'est très bien. Donc, vous voyez, ça a changé, ça a beaucoup changé. Par rapport à la finance islamique, bon, moi, je suis associé un peu, je dirais, il y a un accord entre Paris-Sorbonne, Paris à Sorbonne, et puis l'université de Jeddah, de l'Arabie Saoudite, pour développer ces thématiques de la finance islamique. Et ma position, c'est de dire que c'est pas seulement l'interdiction de l'usure n'existe pas seulement dans le Coran, mais ça existait aussi dans la religion catholique. Et pourquoi je dis ça, c'est que celui qui s'occupe à la Sorbonne de coordonner, bon, c'est un spécialiste de la période du Moyen-Âge chrétienne en Europe, et donc de la prohibition de ce qu'on appelle maintenant, nous, un riba, mais à l'époque, c'était l'interdiction de l'usure. Et donc, vous voyez l'évolution. Mais il faut faire beaucoup de différences entre ce que comportent je dirais, des principes d'éthique, vous l'avez bien souligné, sur lesquels on peut, moi je l'ai défendu, mais je vais vous dire franchement, je ne vais pas faire de l'opportunisme en disant je l'ai défendu parce que j'étais champion de la finance islamique, je l'ai défendu à partir même je dirais, de la stabilité financière. Je suis spécialiste de la finance internationale, je publie beaucoup là-dessus, et je vous annonce aujourd'hui que dans quelques jours, je vais publier, j'ai fait traduire, mais j'ai corrigé, j'ai traduit moi-même. Il y aura un livre qui sera gratuitement sur mon site, que peut-être à la Maison du Maroc, on pourra l'exposer, qui donne vraiment l'historique des problèmes des taux de change monétaires depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui, toutes les crises, les étapes, la crise financière, etc. Mais j'ai toujours défendu, et on se rejoint là-dessus, sur dénoncer la cupidité des marchés, dénoncer ce qu'on appelle l'aléa moral. Vous avez parlé du court-termisme, et vous avez raison de le défendre, mais ça nous a causé beaucoup de tort. Et ça, c'est Mme Thatcher, Reagan, le libéralisme, ce qu'on appelle... Pourquoi il y a la crise des subprimes? C'est qu'on a menti. On a prêté à des gens modestes qui ne peuvent pas rembourser, en se disant s'ils ne remboursent pas, ce n'est pas grave, on les vire, on les met à la rue, et puis on va vendre leurs biens plus cher parce que l'immobilier monte. On va leur prêter 100, ils ne remboursent pas, leur maison va valoir 150, donc on est gagnant, on les met à la porte et on vend. Et voilà, on a titrisé, c'est-à-dire que ces prêts hypothécaires, on les a mis dans un cocktail d'actions, d'obligations, ce qu'on appelle les dérivés, et puis tous les produits, etc. Et en fait, et tout ça, ça vient de l'idée que les marchés vont s'autoréguler, qu'il faut supprimer les freins, les feux rouges, et que ceux qui interviennent sur les marchés financiers, c'est des gens qui vont faire la police eux-mêmes et qui vont s'autoréguler. Mais on oublie que si on supprime les feux rouges, c'est comme si on dit,
pour favoriser la circulation des voitures, il ne faut plus que de feux rouges. Mais les gens, ils sont pas responsables. Tout le monde veut passer, il va y avoir des accidents. Et c'est comme ça qu'il y a eu des accidents, parce qu'il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de contrôle. Là-dessus, je le dis franchement, c'est l'investissement responsable, tous ces principes-là, quelle que soit la religion, moi je pars d'une analyse objective qui m'est propre depuis des décennies, et peut-être que je l'ai développé avant même que François Hollande le fait. Je lui ai envoyé son mail personnel, mes propositions. Ça a été repris pas mal, mais je ne suis pas le seul. On est une petite minorité qui ont défendu l'idée qu'il faut combattre la spéculation, etc. Donc, c'est bien que aussi des banques islamiques s'en préoccupent, des institutions, qu'on en parle. Par contre, là où ça me pose un problème, et je le soumets au débat, c'est sur la relation entre le client et sa banque islamique concernant l'achat de biens. Quand on dit qu'on ne va pas payer d'intérêt, il n'y a pas d'usure, mais moi, les notaires marocains, et je parle du Maroc, je ne parle pas d'ici ou de transactions ici, les notaires au Maroc, ils me disent que les financements islamiques coûtent plus cher que un financement classique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de payer des intérêts, vous payez un loyer à la banque, vous n'êtes pas propriétaire au début, donc vous signez un acte devant notaire, ensuite vous re-signez un deuxième acte devant notaire au bout de 15 ans, parce que il y a moi je dis une astuce, c'est-à-dire qu'on ne paye pas des intérêts, mais on paye quand même un loyer à la banque, et au bout de 15 ans, la maison nous appartient, donc la banque vous fait une deuxième vente. Il paraît qu'en Angleterre, on m'a dit que les Anglais, ils ont été un peu plus arrangeants. Ils ont dit, dans ce genre de mécanisme, il y aura on paye une fois les frais de notaire. On ne payera pas deux, déjà c'est bien. Mais en France, ce n'est pas encore le cas. Bon, je ne sais pas où c'en est. Donc, pour terminer là-dessus, c'est là-dessus que ça, il faut pas que ça se représente un surcoût pour l'emprunteur, sauf s'il y a des emprunteurs qui disent « moi, je suis prêt à payer plus cher, mais je respecte stricto sensu, etc. » Ça le regarde. Mais il va falloir trouver un moyen que ces financements particuliers, si elles veulent se généraliser, qu'elles soient au même niveau qu'une banque classique. Parce que moi, je serais le premier à aller me financer dans une banque islamique si je paye moins cher, parce que je ne peux pas payer plus cher. Je n'ai pas des revenus extensibles. Je suis salarié comme tout le monde. Et ça, c'est valable, sauf si on est... Voilà. Et dernier point par rapport au... J'interviens beaucoup dans 2 chaînes saoudiennes, je vais leur faire de la publicité, c'est l'Iqtisadiya et l'Ikhbariya. Et depuis longtemps, je défends cette idée aussi sur les marchés financiers. Et ça, c'est régulier, c'est devenu régulier. Et j'avais proposé à l'époque que les capitaux arabes du Moyen-Orient qui ont des excédents, au lieu de les placer dans les obligations américaines, les Américains, ils tournent la planche à billets, ils créent 80 milliards chaque mois. Ils remboursent tous les pays avec de la monnaie de singe. J'ai dit il faut développer des investissements productifs. Et là, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de riba, il n'y a rien. Des investissements productifs qui produisent, ce n'est pas de donation, parce que je sais que ça ne marche pas, des financements, des financements sur des projets qui sont rentables pour tout le monde. Et là, on a un exemple. Vous voyez, ce n'est pas du rêve ce que j'ai proposé. Il y a une grosse entreprise saoudienne qui a conclu au Maroc, et ça va commencer, ça a déjà commencé, à Ouarzazate, sur le solaire. Voilà l'exemple type, financement saoudien, technologie occidentale ou européenne, et puis conséquence pour le Maroc, c'est qu'il va se désengager un peu de problèmes de dépendance. On va aborder la question du solaire juste après. Donc vous voyez le schéma, c'est là-dessus, on peut être d'accord. Juste pour laisser justement M. Bengraï rebondir sur cette question
sensibilité au pricing de la clientèle, qu'elle soit marocaine ou autre. On est pile poil dans la rationalité économique. Est-ce que si demain les banques islamiques sont invitées à investir au Maroc, est-ce que la population marocaine est prête à accepter un surcoût par rapport aux banques qui opèrent déjà sur place? Alors je vous rassure, il n'y a pas de surcoût déjà, donc ça n'existe pas, donc c'est pas de la finance islamique. Alors pour rebondir, effectivement, pour expliquer les choses, parce qu'on fait de l'amalgame entre la finance islamique et autre chose, moi je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit, je suis là pour dire ce qu'il y a, d'accord? Alors il n'y avait pas de finance islamique au Maroc. Dar Safa n'est pas une banque islamique, n'est pas une fenêtre des banques islamiques. Dar Safa s'est déclarée elle-même dans son communiqué officiel comme banque alternative, et elle n'a rien à voir avec la finance islamique. Ce qu'elle a fait comme produit, ce n'est pas la murabaha telle que définie dans les textes, telle que définie dans les textes de loi, même ici en France. Ça n'a absolument rien à voir avec un produit islamique. C'est juste de la finance alternative. Ils ont essayé pour deux raisons. Première raison, c'est que d'abord, il n'y avait pas de cadre réglementaire au Maroc pour la finance islamique à l'époque où Dar Safa a ouvert, premièrement. Deuxièmement, et c'est ça qui est très important, il n'y a pas de finance islamique, il n'y a pas de produit de la finance islamique sans un sharia board. Dar Safa n'avait pas du tout de sharia board et elle n'a toujours pas. Est-ce que vous pouvez très brièvement nous présenter le sharia board? C'est un comité de savants qui sont spécialistes dans ce qu'on appelle fiqh al-mu'amalat, c'est-à-dire le droit commercial musulman, qui ont une large expérience dans l'islamic finance et qui peuvent justement donner un avis en connaissance de cause. Un sharia board, l'exemple du CIFI, Comité indépendant de finance islamique en Europe, qui peut avoir aussi plusieurs pôles, un pôle juridique, un pôle financier, des financiers qui vont épauler ce qu'on appelle les chouyour, les ulama, et justement, c'est avec et en compagnie et dans l'assistance d'un sharia board qu'un produit islamique peut voir le jour. Alors pour la murabaha, rassurez-vous, sa marge ne peut pas être plus que la marge que vous connaissez déjà. Au contraire, elle doit être compétitive. La finance islamique doit être compétitive. Pourquoi? Parce qu'il y a une contrainte morale. La finance islamique, ce n'est pas que des techniques. C'est pour ça que dans SIFI, on met l'accent sur l'akhlaq, sur l'éthique, avant tout. Ce n'est pas juste des techniques qui remplacent d'autres. Et dans la murabaha, vous devenez propriétaire à l'instant même. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la promesse de vente. D'accord? Et juste après, vous êtes, c'est-à-dire, dès que la vente se fait, vous êtes propriétaire. Vous n'êtes pas propriétaire à l'instant T plus je ne sais combien, mais c'est comme dans le prêt immobilier classique, vous devenez propriétaire tout de suite. D'accord? Ce n'est pas dans 15 ans. Et la marge que vous payez, c'est une marge qui correspond à une vente d'un actif réel, existant et détenu par la banque. Ce n'est pas l'argent contre l'argent. Et un point important sur lequel je termine, pour justement rebondir sur ce point-là et lever l'amalgame et l'ambiguïté, c'est que les banques islamiques ou les fenêtres islamiques ne sont pas des établissements de crédit. Ne sont pas des établissements de crédit. Ce sont des investisseurs ou des partenaires actifs. La murabaha est entre guillemets, si on peut l'assimiler, il est assimilé à une opération de crédit. Et justement, beaucoup de chouyour dénoncent le fait que les banques islamiques ont recours massif à la murabaha, au lieu d'avoir un recours à la musharaka, par exemple, musharaka dégressif ou musharaka tout court, ou au lieu d'avoir recours à des soukouk. Parce que le rôle justement d'une banque islamique, en plus d'avoir Beit Zaka, en plus d'avoir le waqf, en plus d'avoir le murabaha qui est une aide justement à celui qui ne peut pas payer cash sa maison ou sa voiture, elle doit être dans l'investissement. Parce que dans sa structure, une banque islamique, dans son compte de résultat, elle ne s'alimente pas par les intérêts. Elle ne s'alimente pas par les intérêts. Ce n'est pas un crédit à intérêt. Ce n'est pas un établissement de crédit. Et ce qui a fait mal aujourd'hui à toute l'économie mondiale, ce sont justement l'industrialisation du crédit qui est interdite en islam, comme on le sait. L'industrialisation du crédit, parce que l'islam décourage justement la notion de crédit, parce que justement, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt du crédit en islam. Si vous donnez un crédit, c'est volontaire, c'est un acte volontaire. C'est une aumône. Et justement, il n'y a pas de contrepartie. Donc ça va décourager l'industrialisation du crédit et on n'aura pas de crédit de dette souveraine ou de suicide dû au contentieux ou des gens qui se voient effectivement multiplier les intérêts, etc. Donc tout ça, on ne le verra pas si on était dans le système justement des trois religions monothéistes qui interdit justement le crédit avec une nuance pour le monde chrétien, puisque avec l'ère industrielle, avec la révolution industrielle, il y a une espèce de fatwa qui autorise justement, qui fait la différenciation entre le taux d'intérêt et le taux d'usure.
Pour nous musulmans, le taux d'intérêt et le taux d'usure sont interdits, sont prohibés. Mais dans le monde chrétien, avec la révolution industrielle, il y avait un certain théologien chrétien qui leur a dit, vous avez besoin de crédit, on va vous autoriser un taux d'intérêt. Et tout ce qui est au-delà de ce taux d'intérêt, il sera interdit. C'est ce qu'on a appelé le taux d'usure. Il est aujourd'hui en France à peu près 20%. Et le Maroc a repris, a fait un copier-coller aussi de ces choses-là. Maintenant, si on revient aux sources du christianisme, du judaïsme et de l'islam, que ce soit taux d'intérêt ou taux d'usure, c'est pareil, c'est interdit. Et donc, les produits de la finance islamique ne sont pas ce que vous avez l'habitude de connaître. Ce n'est pas du marketing. C'est effectivement des principes connus et reconnus avec un charia à bord, ça c'est la première condition, et puis justement des prix compétitifs. Parce qu'on ne doit pas être dans ce qu'on appelle la lésion. La lésion est aussi interdite en islam. On ne peut pas faire ce qu'on appelle le rabn, le fahish. Ça, c'est interdit en islam. On ne peut pas léser les gens. On ne peut pas vendre plus que le mieux, disons, du marché. Donc, il y a des banques déguisées, il y a des produits déguisés. Et vous êtes là, normalement, si vous êtes sensibilisé, si vous connaissez justement, et vous comprenez justement, et vous êtes acteur, actif et non pas passif, missionnaire et non pas démissionnaire de la finance islamique, vous pourrez effectivement changer les choses et être les garde-fous. Comme ici en France, il y a l'association des consommateurs, vous pouvez être les garde-fous et les protecteurs de la nouvelle finance islamique, voilà, qui est moralisée et non pas des techniques qui vont remplacer d'autres. Et moi, pour rebondir sur l'Arabie Saoudite, moi je vois d'un mauvais œil justement ce qui nous vient de l'Arabie Saoudite par rapport justement au Maroc ou par rapport en France, parce qu'il faut prendre en considération la contextualisation. La contextualisation, c'est-à-dire la France, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Le Maroc, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Il faut réussir à avoir des tremplins, à avoir des sources de financement loin d'une dépendance quelconque. Et on parlera de dépendance tout à l'heure. D'accord. Alors justement, juste pour parler très rapidement de l'investissement où l'argent est adossé à un actif tangible réel, vous travaillez sur la certification des soukouks servant à financer des projets réels justement, et sur le financement des énergies renouvelables. Alors, comme vous le savez, le Maroc s'est engagé dans un vaste programme stratégique de construction de 5 parcs solaires. J'en profite également pour faire une petite publicité pour mes amis qui organisent demain une conférence sur l'énergie. Demain, nous recevrons M. Saïd Moline, qui est directeur du bureau marocain de l'efficacité énergétique, ou qui va nous expliquer et revenir longuement sur le programme marocain sur les énergies renouvelables. Donc, comment peut-on concilier soukouk et levée de fonds et financement de projets réels comme les énergies renouvelables? Et juste avant, si vous pouvez nous expliquer très brièvement ce qu'est un soukouk. Très bien. Alors, ce qu'est un soukouk, pour les financiers, ils savent ce que c'est qu'une obligation. D'accord ? C'est une espèce d'emprunt à taux fixe, si on veut résumer, vulgariser. C'est-à-dire, c'est un crédit. C'est un crédit avec un intérêt, si on veut vraiment vulgariser de façon bref. Un soukouk, non. Un soukouk, c'est un titre de propriété. Vous êtes copropriétaire de l'actif sous-jacent à ce titre. D'accord ? Cette copropriété, elle se matérialise parce que vous avez ou bien la détention de la nue propriété, ou bien la détention d'un loyer ou d'un droit. D'accord ? Et donc, le soukouk, il peut être aujourd'hui, il y a 14 modalités de structuration de soukouk dans le monde. On trouve des soukouks de Musharaka, soukouk de Sisna, pour la construction, etc. On est en train d'analyser justement un soukouk Sisna pour la production de films éthiques, Sharia Compliant, c'est une première aussi dans le monde. Soukouk, on va en parler, soukouk Musharaka, soukouk l'Ijara, etc., etc. Mais les plus connus restent les soukouk l'Ijara et soukouk al-Musharaka. Alors c'est effectivement, vous prenez une participation, vous devenez copropriétaire de l'actif sous-jacent. D'accord ? Et votre rendement est lié à la hausse ou à la baisse à cet actif sous-jacent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie de rendement. D'accord ? Donc la fluctuation de votre rendement, de l'actif sous-jacent, du rendement de l'actif sous-jacent, va immédiatement impacter votre rendement. C'est l'application du principe des 3 P, c'est-à-dire partage des profits et des pertes. C'est tout simplement une coparticipation. D'accord. Alors, justement, je vais vous laisser, si vous avez... Oui, si vous voulez... Oui, non, mais là, donc, je rappelle justement, vous voyez que là, on glisse dans la prise de risque, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir
de donner aux particuliers, aux familles et aux personnes et même aux entreprises une certaine sécurité, parce que le principe des obligations, c'est un principe où le capital est garanti. Là, ce que vous proposez, c'est que le capital n'est pas garanti, il y a une prise de risque. En fait, ce coût, moi, je l'assimile plus à des actions qu'à des obligations. Les obligations, je rappelle, il y a deux types d'obligations. Et les obligations émises par les entreprises publiques et les administrations, les entreprises publiques, EDF, on en a lancé il y a quelques années. Là, il y a des intérêts que vous payez, mais ce principe de sukuk, vous ne pouvez pas l'appliquer aux États. Moi, quand l'État, le Royaume du Maroc émet des obligations, mais je ne peux pas être moucharaka, je ne peux pas être copropriétaire de l'État du Maroc. Je peux prêter à l'État du Maroc, mais je ne peux pas être copropriétaire. L'État du Maroc me dit, mais Monsieur Sarri, vous avez aucun mot à dire sur notre gestion. Donc, le principe de l'obligation, c'est que vous ne pouvez pas être copropriétaire ou même participant à une administration. Vous êtes un simple prêteur, c'est-à-dire que l'État émet des obligations, vous lui prêtez, il vous rembourse votre capital plus un intérêt, et ça s'arrête là. Moi, ce que je pense qu'il faut développer, ça serait bien d'ailleurs, et je pense que c'est en cours certainement, c'est de dire la finance islamique, pourquoi ne pas développer ce qu'on appelle la microfinance, c'est-à-dire par le capital risque. Et là, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'usure, c'est participer au capital d'une petite entreprise, surtout ceux qui sont exclus. Et là, ça sera méritoire. Et on va applaudir toutes celles qui sont exclues par le système bancaire classique. Hein. Ce n'est pas au Maroc, c'est mondial. D'ailleurs, le prix Nobel de Bangladesh, il a eu son prix Nobel, c'est grâce à la microfinance. Jacques Attali développe la microfinance. La microfinance, c'est honorable et ça peut, dans le cas du Maroc, créer des centaines et des milliers d'emplois, c'est-à-dire des gens, mais ils n'ont pas besoin de milliards, ils ont besoin d'un coup de pouce. Il achète un chariot ou il achète une voiture pour le transport, etc. Et au lieu de lui prêter de l'argent avec des intérêts, on va participer dans le capital, c'est-à-dire on va l'accompagner. Et au bout, une fois qu'il a assuré sa survie, on peut se retirer. Je pense qu'il faut peut-être aller vers ce genre de fonctionnement. Alors, juste, monsieur Sarri, si vous permettez, par rapport au Maroc, justement, est-ce que le Maroc est prêt à accueillir, dans l'état actuel, des banques islamiques, ne serait-ce qu'en termes de conformité, de standardisation, de formation, d'institutions financières? Est-ce que le Maroc est prêt à accueillir des capitaux inhérents à la finance islamique? Le Maroc, comme tous les pays, mais le Maroc se développe, c'est un pays émergent, il a besoin de financement, de deux types de financement. Il y a l'État qui a besoin de financement, ça peut être vis-à-vis du FMI, de grandes institutions, mais là c'est conditionnel. Et il y a d'autres financements qui peuvent être pour la production. Moi, j'insiste là-dessus. Ça ne sert à rien d'avoir des financements pour se surendetter. Et un pays ne peut pas vivre avec de la dette excessive. Il va falloir qu'il rembourse. Le Maroc peut, à mon avis, développer et accueillir de la finance islamique. Celle se situe dans une optique d'accompagnement de projets productifs, c'est-à-dire, et je privilégie la microfinance, le capital risque, des financements classiques dans des micro-projets, dans des projets, ça peut être des projets importants. C'est de l'investissement, c'est-à-dire que ce sont des banques qui vont investir, mais ils vont investir dans la production, mais ils ne sont pas propriétaires. Ils vont accompagner des jeunes, des moins jeunes, des porteurs de projets, peut-être ça peut être des gros projets, mais c'est là que ça se situe. Je pense qu'on a intérêt à ne pas faire d'amalgame parce que concrètement, toutes les banques, qu'elles soient islamiques ou pas islamiques, il faut qu'ils trouvent des financements. Les financements sont soumis à des intérêts. Et donc,
Moi, j'aimerais bien savoir, ces banques qui disent, moi, je ne pratique pas le riba, mais je vais pas vous faire payer des intérêts, mais etc. Mais j'aimerais savoir l'origine des fonds, à moins que ce soit des producteurs de pétrole. Les banques, toutes les banques cherchent leurs fonds sur les marchés internationaux moyennant des intérêts. Moi, je donne toujours cet exemple. Moi, quelqu'un qui me dit, je vous vends de la viande halal, je lui dis, OK, il me dit, voilà, vous avez des moutons halal, mais moi, je veux savoir si ce mouton ne s'est pas nourri avec de la farine de porc. Si ce mouton, il a été élevé avec du porc, et il me dit, ouais, on a respecté tout, on l'a égorgé, on a tout ce que vous voulez. Moi, je dis, je suis désolé, mais c'est pas de la viande halal que vous m'avez servi. Moi, j'aimerais bien connaître l'origine des fonds. Bon, que ce soit le pétrole, d'accord, moi je suis d'accord, mais à ma connaissance, toutes les banques, avant de vous prêter, cherchent des financements internationaux sur les marchés internationaux, et ça n'existe pas des financements gratuits. Ça, alors pour rebondir déjà donc, sur ces sujets-là, parce que effectivement, c'est des sujets très importants sur lesquels il y a eu déjà des débats. Le premier rapport que Nicolas Sarkozy à l'époque avait commandité, c'est effectivement les origines des fonds des banques islamiques. C'était la première des choses. Donc vous imaginez qu'un pays comme la France ne va pas s'engager dans une trajectoire d'encouragement de finances islamiques sans justement avoir les idées claires sur les origines des fonds, entre autres. J'ai parlé tout à l'heure du problème de la dépendance ou de l'indépendance. Il est double. D'accord ? Si on permet à des banques comme le Faisal Islami d'avoir 49% du capital d'une banque pour avoir un mixte, etc., ou d'une banque, effectivement, quelle que soit cette banque du Moyen-Orient, sans connaître effectivement les origines de fonds, sans connaître l'histoire et sans connaître justement l'identité de cette banque. Et pourquoi c'est important, l'identité? Tout à l'heure, je sortais d'une conférence avec les chouïrs de l'Azhar qui parlait de la paix, la paix spirituelle. Et justement, j'ai pensé à la paix économique. Et j'ai tout de suite pensé à la guerre économique. Il y a l'école de guerre économique que vous connaissez. Hein, et cette guerre économique, justement, elle est basée sur ça, le lobby. La dépendance idéologique. La dépendance de la dette. Si on introduit le Faisal Islami, par exemple, au Maroc, il se créera le problème de la dépendance idéologique. Il se créera, si on a une dette vis-à-vis d'un pays, il se crée le problème de la dépendance économique, et donc de la dépendance idéologique, et donc aussi de l'indépendance ou pas de nos projets, quels que soient ces projets. Pour lever l'amalgame sur ce qu'on appelle Sukuk, vous avez aussi les Sukuk corporate et les Sukuk de l'État, des sociétés. Nous, ce qu'on encourage évidemment, on est parti du bas. On a fait de la finance islamique à partir d'en bas, à partir du détail, du retail. Et on a travaillé sur plusieurs sukuk. Premier sukuk français émis par l'État français pour financer justement, c'était effectivement, ils ont saucissonné le droit de percevoir les loyers de certains biens, et n'importe qui peut justement souscrire l'émission. Elle est ouverte à tout le monde, c'est-à-dire que vous soyez privé, entreprise privée, entreprise publique, personne morale ou personne physique, la souscription était ouverte. Deuxièmement, le sukuk Oasis sur l'énergie renouvelable, et là je pense que le Maroc peut profiter pleinement, parce que le Maroc c'est un grand pays du soleil, et alhamdoulilah, les énergies ne manquent pas. Le sukuk Oasis qu'on a structuré ici en France et qu'on a certifié, suite à vraiment pas mal de chemins lents et effectivement des itérations avec le client, le sukuk d'énergie renouvelable, c'est effectivement, il y a des centrales photovoltaïques qui produisent de l'énergie, qui va en contrat de 15 ans avec EDF. C'est EDF qui reçoit, il a un contrat ferme d'achat de cette énergie saine. Donc c'est en gros, on peut appeler ça l'énergie verte au service de la finance verte. Eh bien, c'est pas seulement à la mode, mais c'est une nécessité, parce qu'effectivement, tout le monde parle d'écologie, tout le monde parle de responsabilité sociétale, privée, etc. Et justement, c'est dirigé vers tout le monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, au lieu de placer votre épargne sur un compte d'épargne maigrement rémunéré, 1%, 2%, etc., quand on parle de risque, le risque est inhérent au commerce.
On ne peut pas imaginer un commerce sans risque, sinon c'est une arnaque, il y a une des contreparties qui va subir une lésion. Alors, donc le sukuk ou les produits qu'on a certifiés, il y a du risque. Mais par exemple, si je parle de salamé par placement, on a 74 fois charia compatible. Donc la diversification est là. D'accord? Et l'émission d'un sukuk ou d'un produit, vous imaginez bien qu'il y a déjà des financiers en amont, des financiers chevronnés qui ont fait l'étude, des business plans, etc. Donc c'est une finance qui a atteint, je ne dirais pas sa maturité politique et idéologique, mais qui a au moins atteint sa maturité technique. C'est-à-dire aujourd'hui, on profite de la technicité et on profite de l'ingéniosité de nos talents pour justement changer positivement, de façon graduelle, un système agonisant et qui souffre, comme vous le savez, de finances illusoires, de problématiques effectivement de dépendance et de lobbying. Et pour moi, la finance islamique au Maroc ne peut être intelligente et ne peut être bienfaisante que si elle est maroco-marocaine, si elle est comprise par les jeunes, par les ingénieurs, par les cadres, et portée par ces mêmes cadres, et qui se dirige vers des vraies problématiques de terrain, comme l'énergie renouvelable, sukuk, Tchakafoul, l'industrie Tchakafoul, l'assurance vie, ce qu'on appelle l'assurance vie islamique, c'est un grand projet. Le Maroc a tout à gagner. Il y a aujourd'hui du potentiel. Tout le monde veut s'assurer contre les risques, entreprises, familles, etc. Et là, la finance islamique peut apporter des vraies solutions alternatives et justement conformes à la conviction justement de la population marocaine qui est en grande majorité musulmane. Et puis ensuite aussi, on ne parle pas seulement de religion, mais on parle d'éthique, on parle de logique saine pour moraliser, je ne dirais pas le capitalisme, mais les comportements commerciaux. Merci, M. Bengraï. Donc, juste par contrainte de timing, je vais vous laisser répondre, mais très brièvement, s'il vous plaît, vraiment brièvement, pour avancer dans le débat. Brièvement, là, je répète, ces principes éthiques, etc., je les défends fermement et on se rejoint là-dessus. Mais moi, même du point de vue de l'application, mais sur tous les plans, moi, je revendique al-ijtihad. À l'époque de Rasoul, il a vécu l'usure, parce que les prêts étaient usuraires, de spoliateurs. Maintenant, nous ne sommes plus là. Maintenant, on peut avoir l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir ce qu'on appelle le taux réel négatif. C'est quoi le taux réel négatif en économie? Enfin, en économie, c'est simple. C'est que le taux réel est égal au taux nominal que la banque vous applique, moins le taux d'inflation. Moi, j'ai gagné de l'argent, je vais vous le dire, dans les années 80. J'ai emprunté un taux qui était de 6% à l'époque, mais le taux d'inflation, il était de 16%. Mais mon salaire a augmenté de 16% au fil du temps, sur 20 ans. J'ai remboursé à la banque moins que ce qu'elle m'a prêté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas spolier le consommateur, les personnes. Lorsque vous ne rémunérez pas le déposant, ça veut dire que lui, il va subir le taux d'inflation. Moi, c'est une réflexion, il faut réfléchir là-dessus. Si on dit à la personne, vous déposez 100 et vous allez pendant 10 ans, je vais vous rembourser 100 à la fin, mais entre-temps, l'inflation a augmenté de 100%, vous l'avez spolié, c'est-à-dire que la banque peut spolier les déposants. Ça, il faut réfléchir là-dessus aussi. Voilà. Alors, effectivement, M. Sarri, sauf que la réflexion sur le lissage des taux d'intérêt proportionnellement au taux d'inflation est un débat plus technique dans un premier temps, et nous n'avons malheureusement pas le temps de l'aborder. Donc, je rappelle également que vous êtes collaborateur de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen, l'IPMED, et à ce titre, vous travaillez sur plusieurs projets, notamment la création d'une banque méditerranéenne, ou encore un concept qui a été avancé lors de la visite du président français François Hollande et du ministre Arnaud Montebourg au Maroc, qui est celui de la colocalisation. Est-ce que vous pouvez nous présenter très brièvement ces deux principes et en quoi cela pourrait intéresser le Maroc de collaborer avec des pays de l'hémisphère nord de la Méditerranée selon ces concepts de colocalisation et de création de banques libres? Oui, tout à fait. Moi, je me souviens quand Arnaud Montebourg a commencé à critiquer l'installation de centres d'appel au Maroc.
il a cité le Maroc, il a dit qu'il y a 60 000 emplois qui quittent la France pour s'installer au Maroc. Et puis, il y a eu des critiques aussi sur l'installation de l'usine de Renault à Tanger, comme quoi comment on enlève des emplois de la France pour les implanter au Maroc. J'étais le jour même, enfin de la déclaration de Montebourg sur France 24, j'ai dit c'est faux, enfin c'est faux, j'ai dit il ne faut pas raisonner comme ça. Et il ne faut pas raisonner comme ça, je l'ai développé, je l'ai envoyé à des députés socialistes qui l'ont répercuté, c'est devenu vraiment la doctrine maintenant du gouvernement français. Qu'est-ce que j'ai proposé? J'ai dit il ne faut pas que la France, de toute façon il y a des investissements français au Maroc, c'est mutuellement avantageux. Il faut voir le Maroc et puis le Maghreb en général, même l'Afrique, c'est pas un problème, c'est une chance. Les pays européens, s'ils veulent sortir de la crise, ils ont intérêt à ce que les pays du sud de la Méditerranée se développent. Et ça, c'est ma conclusion à partir de... J'ai 25 ans où j'ai passé à conseiller des entreprises, à aller dans le monde entier. Ce qu'on a constaté, et d'ailleurs ça a été répété par Jean-Marc Ayrault et François Hollande au Maroc quand ils ont visité chacun à son tour, j'ai dit les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Allemands, ils ont créé la sous-traitance avec les pays de l'Est. Ils ont créé de la sous-traitance, ils ont diminué le coût de production. Une voiture coûte moins cher parce qu'il y a des composants qui sont faits dans les pays de l'Est. C'est comme ça qu'ils sont devenus compétitifs. La France a fait une erreur et elle aurait dû s'appuyer sur le Maghreb, sur les pays du Maghreb pour développer des activités. Et maintenant, ça se fait dans l'aéronautique. Savez-vous que maintenant, la maintenance des avions, il représente 12% de la flotte française, elle est faite au Maroc. Et on veut, le projet, c'est de passer à 30%. Renault, l'ouvrier, j'ai dit l'ouvrier français, il ne pourra jamais être payé au même niveau que l'ouvrier marocain. Ce n'est pas une question de dumping, c'est que si vous voulez développer la réexportation, ça, l'ouvrier marocain, il peut être beaucoup mieux, il est mieux payé à Renault, il doit être mieux payé, il doit être mieux formé, mais en même temps, ça va faire travailler les ingénieurs français ici, ça va faire de la réexportation, tout le monde est gagnant. C'est pour ça que l'idée de coopération avantageuse, mutuellement avantageuse, avec des élargissements du marché. L'Europe a intérêt à ce que les pays émergents soient beaucoup plus développés qu'ils le sont actuellement, parce que ça représente des marchés. Quand on allait avec des sociétés dans tous les pays du monde entier, notamment le Maroc, enfin le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, ce qu'on espérait, c'est qu'il y ait un niveau de vie le plus élevé possible, parce que là, ça développe les échanges. Mais j'ai rien contre le Mali, je donne toujours cet exemple. Le Mali, quand vous voulez vendre quoi que ce soit au Mali, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Donc on a intérêt à ce que le Sud soit beaucoup plus développé. Et là, c'est la nouvelle doctrine. J'espère qu'elle sera vraiment mise en œuvre. Mais il faut aussi qu'il y ait des financements. Et c'est là mon idée aussi, qu'il y ait des financements des pays arabes. Et pourquoi je cite les pays arabes? Parce que dans les années 70, ce qu'on appelle les pétrodollars, le recyclage des pétrodollars, les pays du Moyen-Orient, ils déposaient leur argent dans les pays du Nord, États-Unis, Europe, qui étaient reprêtés aux pays du Sud. Il y avait une circulation avec des taux, d'où le surendettement, les plans d'ajustement structurel, etc. Il faut simplifier, il faut maintenant des financements directs entre les pays à excédent de devises et les pays qui ont besoin de ces investissements, qui ont une population aussi importante, comme le Maroc, comme l'Égypte, comme la Tunisie. L'Algérie, je n'en parle pas parce qu'eux, ils ont le pétrole, il faut qu'ils investissent dans leur propre pays. Mais c'est ça le schéma, et il faut que ça passe par une banque méditerranéenne, effectivement, par bon, l'UPM, ça ne marche pas, mais il faut autre chose, et travailler sur un schéma et là, le rôle peut-être de l'éthique est importante. On peut combiner les deux, c'est-à-dire l'éthique, etc., et des financements responsables.
Alors, merci, Monsieur Sari. Alors, Monsieur Bengueray, une dernière question avant de laisser la parole au public, parce que malheureusement, nous avons une contrainte de temps, bien que le sujet soit très passionnant. Que ce soit pour la création d'une banque, l'introduction d'une banque méditerranéenne ou l'introduction d'une banque islamique, actuellement, le marché bancaire marocain est dominé par un certain nombre d'acteurs qui monopolisent ce secteur. Et bien qu'ils soient incapables d'accompagner le développement de l'industrie, le développement et l'accroissement de la demande en termes de crédit, de par les liquidités financières insuffisantes dont ils disposent, bien, ils ne souhaitent pas ou bloquent toujours l'introduction de ces banques. Pour vous, est-ce que dans l'avenir, ces banques vont-elles céder, vont-elles laisser les banques islamiques et la banque méditerranéenne s'introduire sur le marché marocain sans qu'ils ne leur mettent les bâtons dans les roues, je dirais? Alors, c'est une question politique. Je ne suis pas politicien, pour vous rassurer. Je suis un opérationnel, donc je ne fais pas de politique. Mais d'après ce que j'observe, justement, le Faisal Islamic Bank, il y a eu effectivement peut-être un projet d'accord avec la Banque islamique et le Faisal. Maintenant, ce que nous avons vu, nous avons constaté, c'est un processus graduel. C'est-à-dire parce que vous savez, hein, c'est pas un secret, beaucoup de banques marocaines, ou même l'économie marocaine, il y a une interdépendance avec la France, avec d'autres pays, etc. Il y a beaucoup de filiales de grandes banques françaises au Maroc. Quand le projet de la finance islamique s'est présenté à M. Jouari en 2007, une des réponses qu'il y a eu, c'est: le Maroc est un pays musulman, il n'y a pas de sujet. Bon. Ensuite, la France, en 2008, elle a accueilli favorablement la finance islamique. Très bien. D'abord, l'arsenal juridique, hein, c'est normal. Hein, la formation, l'arsenal juridique a été changé, modifié. Le double, par exemple, on parlait tout à l'heure de fiscalité. Il y a eu une attractivité fiscale de la finance islamique, puisqu'on a supprimé la double imposition sur le murabaha, double inscription, etc., etc. Donc il y a tout un processus. Après, le Maroc a dit: ah ben tiens, la crise, la France s'est lancée, le nouveau gouvernement, il avait dans ses projets la finance islamique, et on y va. Ce qui est prévu, c'est d'abord des fenêtres islamiques, pour ne pas justement... parce que le lobby bancaire, il existe, c'est une réalité, d'accord? Donc une banque conventionnelle ne laissera jamais justement s'installer une banque islamique qui va lui piquer ses clients et qui va installer un nouveau système. Vous savez, les Marocains sont tous musulmans, il suffit de les convaincre, et puis tac, basculement. Le but, ce n'est pas de déclarer la guerre aux banques occidentales, ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est d'avoir une cohabitation intelligente entre les banques occidentales et entre des fenêtres, des Islamic Windows. Donc dans un premier temps, ça va être des Islamic Windows, c'est-à-dire des fenêtres. Par exemple, aujourd'hui, on a des fenêtres islamiques en Europe, comme HSBC Amana, comme BNP Nejma, d'accord? Swiss Life vient d'ouvrir un compartiment de finance, avec le produit salam et par placement. Donc l'intelligence veut qu'on ait graduellement, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas avoir une finance islamique à 100%. Pour la bonne et simple raison que le marché interbancaire est déjà ribaoui. D'accord? Donc on ne peut qu'aller graduellement. Et au Maroc, justement, je salue cet esprit graduel qui commence justement par cette loi qui va être votée, Inch'Allah, si tout va bien, septembre 2013. Et puis ensuite, il y aura des fenêtres islamiques. Moi-même, personnellement, je me déplace souvent au Maroc pour former. Justement, on a même eu des discussions avec Banque al-Maghrib, avec un certain nombre d'acteurs très puissants. Et le lobby bancaire, il faut le dire, il est très puissant, il ne va rien céder. Mais sur l'idée de l'islamic banking, je pense qu'il y a unanimité, c'est-à-dire personne ne dira non à une diversification de ces activités dans un compartiment avec une étanchéité bien définie qui va présenter au public, qui le souhaite bien sûr, ça se propose, ça ne s'impose pas, des produits de la finance islamique pour répondre à ses besoins. Donc c'est une question d'abord et avant tout politique. Merci. Merci, M. Bengueray. Pour les plus intéressés, je rappelle qu'à l'instar de M. Kamissari, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont ce petit livre Comprendre la finance islamique, édition Les 4 sources, pour celles et ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances par rapport à ce sujet. Je vais laisser la parole au public, donc 10 minutes s'il vous plaît de questions-réponses. On va essayer de regrouper au maximum les questions et les réponses. Ensuite, juste après le cocktail typiquement marocain qu'on vous a réservé, qui est déjà prêt, je vous rappelle que l'intervention du docteur Mohamed Zahri Jaberi est pour 18h45
et qu'on vous attend tous pour y assister. Ce sera très intéressant. C'est la première fois qu'on organise des shows, des speakers au JGM. Ça sera suivi de l'intervention de M. Younes Duré et on compte vraiment sur votre présence. Voilà, je vous laisse le micro pour si vous avez des questions, très rapidement s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Alors je commence par une phrase citée par l'intervenant concernant en fait la finance islamique. Vous avez dit que la finance islamique a atteint sa maturité technique. Mais pour moi, c'est cette maturité technique que je n'ai pas compris jusqu'à maintenant en fait. Pourquoi? Parce que dans ma compréhension à moi, la finance islamique, c'est la même chose que la finance classique, sauf que pour la finance islamique, il y a des principes éthiques. Mais dans la technique, dans la technicité, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est bien noté. Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement. Donc, pour moi, en pratique, si je veux acheter un bien immobilier, je passe par une banque de finance islamique aux banques classiques. Ça change quoi pour moi? Pratiquement, je paye une mensualité ou je paye un loyer. Pour moi, c'est la même chose. Je crois que... Et une dernière question rapidement, s'il vous plaît. Parce qu'on a tendance, chaque fois, on fait un mélanger entre la finance islamique et l'achat de biens immobiliers. Pour l'autre côté, si par exemple je suis entrepreneur, je veux financer un projet, techniquement, comment ça se passe dans le cadre de la finance islamique? La question est bien comprise, je vous remercie. Y aurait-il d'autres questions, s'il vous plaît? On va essayer de regrouper que les personnes se manifestent. Salam alaikum. Donc moi j'ai une question par rapport à la création monétaire. Donc aujourd'hui on sait que les banques commerciales, elles peuvent créer de la monnaie à partir d'une réserve. Donc quand on fait un prêt, quand quelqu'un fait un prêt de 100 000 euros, en fin de compte il n'y a que 10 000 euros qui existent. On fait une création monétaire par exemple d'une certaine somme de 90 000 euros. Ou selon le... Je voudrais juste savoir si ça existe dans la finance islamique ou pas. Parfait, ben, merci. Dernière question. Mademoiselle, madame. Bonjour, salam alaikum. Ma question concerne le Maroc. Qu'est-ce que peut apporter la finance islamique au marché marocain au-delà des investissements, des projets? Est-ce qu'on peut envisager un processus de désendettement de l'État marocain grâce à la finance islamique? D'accord, c'est bien noté. Bon, je crois qu'on va se limiter à ces questions qui regroupent, je dirais, l'ensemble des questions que se pose notre public. Qui souhaite se lancer? Oui, donc, Professeur Sarri. Par rapport à la création monétaire, il faut savoir que les mécanismes bancaires classiques, ce ne sont pas les crédits et ce ne sont pas les dépôts qui font les crédits. Les banques n'attendent pas d'avoir des dépôts pour accorder des crédits. Ils vont accorder un crédit qui va générer des dépôts. C'est-à-dire, ils vont prêter à monsieur ou madame X 100 000 euros, on va dire, pour acheter une maison. Y qui va acheter cette maison va déposer l'argent à la banque ou à une autre banque et puis la banque va le reprêter. C'est ce qu'on appelle le multiplicateur. C'est ça le principe. Donc c'est pour ça qu'il faut, moi j'appelle toujours l'ijtihad, on est devenu dans un système très complexe, très mondialisé et là vous avez parlé donc de ce système interbancaire. Ce sont les banques qui se prêtent entre elles à des taux d'intérêt. Donc, la création monétaire se fait par le crédit, ça n'a pas de couleur, si vous voulez. Par rapport au désendettement de l'État, il n'y a aucun mystère, que ce soit par la finance islamique ou par d'autres financements. Un État qui dépense plus, il est obligé d'emprunter, sauf si ça existe, les Italiens ils l'ont fait, sauf si l'État marocain dit « moi je fais appel à tous les Marocains et les Marocaines qui veulent prêter à l'État et là ça ne réduit pas sa dette, mais au moins ça lui permet de ne pas faire appel au FMI à des conditions imposées par le FMI. Donc c'est le seul moyen. Et pourquoi si les gens veulent prêter à l'État sans intérêt, ça serait une forme d'aide de l'État appartient à tout le monde. Donc ça peut permettre à l'État d'avoir des ressources pour des investissements, dans les infrastructures, dans les projets énergétiques, etc. Donc voilà.
Alors, monsieur, si vous voulez bien répondre à toutes les questions et conclure directement sur l'avenir de la finance islamique pour vous laisser... Alors, justement, pour rebondir un peu sur la question de maturité, on a été une fois invité en Alsace, à Strasbourg, dans une conférence qui s'appelle « Le financement des collectivités territoriales via les soukouk ». Et j'ai eu l'agréable surprise de découvrir que l'Allemagne, les collectivités territoriales en Allemagne, font déjà recours au soukouk pour financer justement les collectivités territoriales sans recours au crédit. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que l'Occident a bien compris le grand danger de la dette. C'est une bombe à retardement. C'est pas pour rien que Sidna Mohammed a dit le maghram. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va justement vous mettre dans le préjudice, qu'il soit moral ou financier, et même plus, entre guillemets, c'est de là où commence la colonisation. La dépendance, donc la colonisation. Et justement l'ingérence. Ça, vous le savez tous, les économistes le savent, les politiciens le savent aussi. Donc la finance islamique peut aussi répondre à ce mécanisme de désendettement et d'indépendance financière par justement des projets, financement des grands projets d'infrastructure, par l'émission des soukouk. Et comme ça, la population peut être copropriétaire de ces projets-là. Elle se sentira active, utile. Donc, et je peux vous citer des milliers de projets et des montages financiers tout à fait ingénieux et fiables et qui reposent sur l'économie réelle. Maintenant, pour la monnaie, vous le savez très bien, le système des talents d'or a été aboli déjà dans les années 70. Donc on est en face des planches à billets. Donc le naqd shara'i n'existe plus. D'accord ? Donc ça remet en cause toute l'économie mondiale et les théories, etc. Je ne vais pas parler de ça parce que c'est un long sujet avec des débats énormes. Je peux vous donner des références après. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, la finance islamique est sur un terrain, entre guillemets, miné. La finance islamique s'exerce dans un contexte qu'il faut prendre en compte et agir avec l'ijtihad. Qui fait l'ijtihad déjà ? L'ijtihad doit être fait dans ce qu'on appelle un comité. Dans un comité où vous avez non pas seulement les fuqaha, parce que la théorie de faqih unique qui donne des fatwas comme ça n'existe plus depuis la révolution industrielle, c'est fini ça. Je prends juste un exemple simple pour banaliser, vulgariser, la gélatine. Un faqih ne peut pas vous dire que la gélatine est haram ou halal, c'est pas possible, c'est impensable. Il lui faut l'agronome, il lui faut le chimiste, il lui faut l'industriel pour qu'il comprenne la composante, pour qu'il comprenne s'il y a eu ce qu'on appelle l'istihala, transformation chimique irréversible qui va transformer le produit impur en produit pur, etc. Et tout cela nécessite des compétences, des synergies entre plusieurs. Et c'est ce qu'on appelle le comité. Sharia Board, par exemple, en est un exemple. On ne peut plus agir seul. Il faut une mutualisation des efforts pour avoir un avis juridique qui est justement fait en connaissance de cause. Dernière chose pour la maturité, je confirme et je signe, la finance islamique au niveau de la maturité intellectuelle, on est bon. Il y a aujourd'hui des produits de couverture de risque islamique, de l'islamic money market, vous avez le WAD, vous avez le muhawata, vous avez des produits magnifiques. Moi, quand j'ai vu les produits de BNP Najma, c'est d'une ingéniosité, voilà, ça montre jusqu'où l'être humain peut aller si on lui donne les moyens. Maintenant, l'utilisation ou pas de ces moyens, c'est une question idéologique et politique. Et donc, il n'y a que le politicien, que l'appui du politicien, qui pourra ou pas encourager la finance islamique dans son contexte. Et n'oublions pas le respect du contexte. Contexte marocain, il faut le respecter, il nous faut, le mufti, c'est une règle juridique importante qu'il faut prendre en compte. Il nous faut des gens qui connaissent le contexte du pays, qui ont l'humilité aussi de consulter d'autres personnes qui connaissent autour du sujet, parce que le sujet de la finance islamique est un triple sujet. Vous avez la finance classique, fiqh al-mu'amalat, d'accord, et le droit positif. Merci. Moi, oui, même pas. Moi, pour tout, enfin, dans peut-être moins d'une semaine, sur mon site, mais je vais vous envoyer par votre intermédiaire, comme ça vous le diffusez. Oui. Sur mon site, je publie un livre de 360 pages
qui retrace tous les problèmes monétaires, financiers depuis les années 20, les talons or, pourquoi ça a disparu, la dérégulation des marchés financiers, la spéculation, l'origine de la crise de 2008, la crise de 2011, ce qui s'est passé en Europe. Et il y aura donc un chapitre sur l'impact de cette crise sur le monde arabe. Un chapitre, mais tout le reste, c'est vraiment de la vulgarisation, de l'explication. Et il y a une partie un peu académique, la première sur la valeur de la monnaie, etc. Le reste, c'est tout le monde peut y accéder. Ça sera en arabe, vous voyez, peut-être, j'espère que... Et je le diffuse gratuitement par voie électronique, parce que j'estime qu'on ne peut pas, si on veut toucher l'ensemble du lectorat arabophone, il faut le faire. Et la version papier sera payante. Merci. Et on espère le soutien maximum pour que ce soit diffusé. Merci, M. Sari. Donc, également, M. Bengraï, en 60 secondes. Et quel avenir pour la finance islamique au Maroc et quelles sont les références que vous pouvez conseiller Alors, un avenir radieux, Inch'Allah, grâce à vous, grâce à la bonne compréhension et intelligence, pas seulement l'intelligence économique, mais l'intelligence spirituelle, parce que ça nécessite justement cet organe qui est subtil, qui est le cœur. Parce que si on fait une finance islamique pour retomber dans les mêmes déboires que la finance classique, ça ne sert à rien. Il vaut mieux rester comme ça. D'accord ? On est bien d'accord. Donc il faudra une finance. On a vu les hivers ou les printemps arabes, ça dépend dans quel sens on les voit, mais on n'a pas encore une vraie révolution industrielle économique. Et c'est ça qu'il nous faut. C'est vraiment ça, sur ça qu'il faut militer. Le jihad al-akbar. Le grand jihad, le grand effort pour justement arriver à une révolution, non pas khobziyya, non pas alimentaire, mais une vraie révolution industrielle, économique, pour justement ne plus avoir ces attaches mondaines dans le cœur, mais élever le débat. Alors, dernière chose, je ne peux que vous conseiller quelques références. Alors, pour ceux qui le souhaitent, qui veulent aller plus loin, vous avez la crise, d'accord, qui vous explique depuis la crise de la tulipe jusqu'à la crise des suprêmes, et vous allez voir, c'est cyclique, c'est toujours les mêmes germes, c'est incroyable. Et vous allez voir, vous allez vraiment percevoir le verset coranique, vraiment, c'est merveilleux. Et vous avez d'autres livres, bien sûr, mais j'aurais pu vous projeter quelques témoignages, parce que c'est toujours important de voir les témoignages. Alors, je réfère au témoignage de Vincent Beaufils lors de la visite du pape. Je ne vais pas le citer, bien sûr, mais quand il parlait justement de la finance islamique, il dit que ce n'est pas les textes pontificaux qu'il faut voir, mais c'est bien le Coran. Je réfère aussi au témoignage du quotidien officiel du Vatican, même le Vatican, Observatore Romano, je l'ai traduit, il est sur notre site, je l'ai traduit de l'italien vers le français. Il préconise la finance islamique pour un Occident en crise. L'article s'appelle comme ça, le journal du Vatican. Et je termine par ça. Merci beaucoup, M. Bengraï. Je rappelle... Merci. Merci à toutes et à tous. Juste une remarque, le livre de M. Camille Sari sera disponible également en version française. Pour récapituler, je tiens à remercier encore une fois M. Bengraï et M. Camille Sari d'avoir répondu présent, de nous avoir éclairé sur l'avenir de la finance islamique, du partenariat nord-sud. Il y a un cocktail qui vous attend et je vous rappelle s'il vous plaît que dans 10 minutes, si Mohamed Ali Jabiri va intervenir pour la première fois, ça sera un monologue ou un show ou un speaker. Un speech qui sera donné par M. Ali Jabiri. Ça sera Jeunesse Yes Weekend et c'est dans un quart d'heure. Donc merci d'être venu, merci à vous et à demain, Inch'Allah, conférence énergétique. Oui, juste après c'est Mohamed Ali Jabiri, il y a Younes Duré aussi pour ceux que l'art et le design intéressent. Donc ce sont des speeches de 15-20 minutes, donc soyez au rendez-vous s'il vous plaît.
I'm right here in the middle, y'all, digging this groove. I want you to get it together, y'all, and ride the rich rhythm. And there's no funkier down-home group than Bahama Soul Club. And guess what? It don't get no funkier than that, y'all. If you're human, if you're living, if you're breathing, tell your mama, tell your papa too, tell your lover what you wanna do, tell your best friend she can join in too. Like Humpty Dumpty up there on the wall, you're gonna ride rich rhythm till the rooster calls. If your brother won't, but your sister will, let him watch TV till you get your thrill. Move to a groove that'll never feel like little Jack Horner sitting there in a corner. He's the only one who's gonna miss it still. You gotta let go, you gotta let it go. You gotta get up, get out on the floor. You gotta shake that, you gotta let it show. Like little Sally Walker sitting there in a saucer. Gotta ride rich rhythm till you're begging for more. You gotta rock. You gotta let it go, you gotta get up, get out on the floor. You gotta shake that, you gotta let it show. Like little Sally Walker sitting there in a saucer. Gotta ride rich rhythm till you're begging for more. You gotta rock the fire volcano beat. Atomic explosion blows you out your seat. Internal combustion right down to your feet. Like little Miss Muffet sitting there on the top. You gotta ride rich rhythm and your soul's gonna love it. You gotta let go, you gotta let it go. You gotta get up, get out on the floor. You gotta shake that, you gotta let it show. Like little Sally Walker sitting there in a saucer. Gotta ride rich rhythm till you're begging for more. You gotta rock. Shake that. You're gonna ride rich rhythm till the rooster calls. Shake that. And guess what? You gotta rock.
I cannot say. I only knew I wanted to stay. Together we spent night and day. We used to fly through summer trees. The air was full of blossom breeze. Sleep in howlers, tasty smell. How many stories does it tell? Hey, my little honeybee. Honeybee, you're far away, that's hurting me. Hurting me, I miss you, darling, far away. Your warm, sweet smile this summer day. Please, so darling, don't ask why. After the sun comes, rain or cry. Remember our days in the sky. My heart is beating every day since we had said farewell. Still can taste your tender skin. It smells so good like cinnamon. I wish that you could be mine, as I sit here writing the next rhyme. Love is a word I to define, the feeling and the outcome when I combine. Sit in front of my white paper, got the pen in my hand. I don't know what to tell you, baby. A love letter is not what I sent. You don't even have to explain, because I'm a wise man anyways. I felt a flush up and down my spine since the day you stayed in my mind. But I'm not much better, and that's all. It's taking me forever like a silent rock. The more I try to hide what I feel, the more I see you simply hijack me. Come in my way and take a look around. Come in my way, it's gonna make you wanna stay. Come in my way and take a look around. Come in my way.
your head. Keep it real right from the start. But both of you are thinking way too much. Come on and let it go, you want each other's touch. Yes, it could hurt and make you cry, but you can find out until you try. Till you try. Come in my world and take a look around. Come in my world. It's gonna make you wanna stay. Come in my world. Come in my world.
whispering to my ear. Sugary pleasure, bring me enjoyment, snatches of sunshine, and joy to the full. You're my inspiration, favorite conversation, and night in my daytime as it feels so cool. Here is full with springtime mood on the back. We're beneath our dream. Look up to the sky, it's standing still. Worth to make a song. Sugary pleasure, bring me enjoyment, snatches of sunshine, and joy to the full. You're my inspiration, favorite conversation, and light in my daytime as it feels so good. La da 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 da. Sugary pleasure, bring me enjoyment, snatches of sunshine, and joy to the full. You're my inspiration, favorite conversation, and light in my daytime as it feels so good. As it feels so good. Feels so good. Sugary pleasure, bring me enjoyment, snatches of sunshine, and joy to all. You're my inspiration. Everything is nothing if you can't reconnect with the one you've been. And nothing can be everything if you start to find things again. You remember when we were chasing sundays across the field? Remember when we were grazing our knees on high grass? In the States we were playing at the old railroad track.